minutes, j'accélère. Voilà. Donc désolé, hein, donc je donne aussi toujours un peu plus dans le secondaire, je finis à 13h. Donc je vais tester l'efficacité des transports en commun, qui est très efficace aujourd'hui. Et donc je suis arrivé même en avance. Donc voilà, moi je suis venu pour vous parler justement d'utilisation de séquences filmées d'expériences dans le cadre du cours de physique. Alors, ceci s'est été mis en place dans un cadre un peu particulier. Alors, premièrement, on sait que les jeunes sont de très gros consommateurs de vidéos, que ce soit du cinéma, YouTube et ainsi de suite. Et finalement, on se dit que intégrer des vidéos dans des séquences de cours peut augmenter leur motivation. Donc, Lio avait relevé plusieurs points sur la motivation. Et donc, ici, ce qu'on avait relevé, par exemple, c'est de proposer une activité qui sera signifiante pour eux, qui va leur proposer un défi et un engagement cognitif. Alors, à quels étudiants on a proposé ça? Eh bien, ce sont aux étudiants de premier bachelier en médecine. Alors, pourquoi? Parce que, si vous êtes un peu au courant, les études en médecine rencontrent un très grand succès, plus que les études en physique. Donc ici, on a plusieurs centaines d'étudiants qui s'inscrivent en médecine, et cette année académique 2012-2013 a vu l'arrivée d'une réforme quand même assez conséquente pour les médecins, c'est-à-dire que les années d'études sont passées de 7 ans à 6 ans, et ici moi je m'intéressais au cours de physique, mais l'ensemble des cours de sciences ont été placés au premier quadrimestre, avec une diminution quand même conséquente du nombre d'heures de cours. Donc le cours de physique passe de 120 heures à 70 heures. Alors, si on regarde le cours de physique médicale qui va être proposé aux médecins, les objectifs d'un tel cours, c'est bien sûr de permettre aux médecins d'acquérir des compétences dont ils auront besoin dans leur cursus de médecine et de comprendre les principes physiques. Alors, ils ne voient pas toujours directement, mais ils vont avoir beaucoup de physique, rien que si on pense à l'imagerie médicale et ainsi de suite, ils vont avoir besoin de beaucoup de principes physiques dans leur pratique professionnelle. Alors, les médecins vont aussi, dans leur parcours professionnel, s'entraîner à la casuistique. Donc ici, j'ai pris une série télé où on voit justement ces médecins, ils vont devoir poser des hypothèses, éliminer certaines choses et ainsi de suite, donc faire de l'étude de cas. Et donc, notre idée, c'était de se dire, mais finalement, on se retrouve dans un contexte où on va avoir une réforme des études, un cours de physique médicale qui va devoir être proposé aux étudiants, les étudiants qui vont devoir développer une compétence de casuistique et la vidéo. Et nous nous sommes dit, on va essayer de proposer une activité qui regroupe un peu tout ça, et donc c'est de proposer aux étudiants de médecine, justement, des vidéos où ils vont devoir justement mettre en place toute cette série de compétences pour s'entraîner à la casuistique, donc à l'étude de cas dans le cadre du cours de physique. Parce qu'en première année, on ne peut pas encore, après 2 mois, leur présenter un patient qui dit j'ai mal au gros orteil et au lobe de l'oreille, et ils ne peuvent pas dire vous devez prendre tel médicament. Donc on s'est dit autant profiter du cours de physique. Alors, la vidéo qu'on leur a proposée, c'est une vidéo d'expérience en hydrostatique, et on a décidé de proposer dans cette vidéo un élément perturbateur. Alors, c'était une vidéo qui avait été testée dans un pré-test, donc c'était à des étudiants de premier bac en sciences biomédicales, et elle a été présentée après le cours de physique. Donc ils ont eu un cours sur l'hydrostatique, et après le cours, on leur a proposé cette vidéo. Donc, je vais juste vous montrer un peu la vidéo. Donc c'est une vidéo qui est assez simple. Donc on va prendre simplement un récipient qui contient l'eau qu'on dépose sur une balance électronique. Alors on prend un aimant qu'on approche d'une petite boussole, il a montré que c'est un barreau aimanté, on va le plonger dans l'eau. Donc on va voir une augmentation de l'indication de la masse sur la balance, et on demandait aux étudiants, mais tiens, expliquez-nous l'augmentation de l'indication de la masse, indiquée par la balance. Alors, je vais vous donner globalement l'explication, ne vous inquiétez pas, pas vous faire. Alors, comme on a testé ça chez les étudiants, donc on a posé toute une série de questions vraies ou faux pour essayer de bien cibler. Par exemple, on leur demandait est-ce que l'indication variera plus si l'aimant est plus fort, si on change le sens de l'aimant, si on fait l'expérience sur la Lune. Et on a testé ça aussi pour cette vidéo-là sous forme de questions ouvertes. Donc on leur a demandé d'expliquer en une demi-page ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? L'explication. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé, mais ça dépend si c'est de l'eau, mais pas tous les liquides,
mais en tout cas va subir une poussée qui est la poussée d'Archimède. Alors le volume immergé de l'aimant augmente, donc la poussée d'Archimède va augmenter, et par le principe des actions réciproques ou des actions-réactions, et si le liquide exerce une force sur l'eau, si le liquide exerce une force sur l'aimant, l'aimant va exercer une force sur le liquide et donc sur la balance, ce qui fait augmenter la masse. Dans l'explication, l'aimant n'intervient pas. On plonge un bic, son doigt, c'est exactement la même chose. Alors vous vous rendez bien compte que ce qui nous intéressait, c'était l'aimant. Alors, on a ici regardé, on a posé certaines questions aux étudiants, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une majorité des étudiants qui vont établir un lien causal entre l'objet aimant et l'augmentation de l'indication de la balance. Donc il y a par exemple 53% des étudiants qui ont dit mais si on prend un aimant qui est plus fort, il faut entendre ce qu'on dit pas plus fort, l'augmentation de l'indication de la balance sera plus importante. Et aussi, un peu moins, si on change le sens de l'aimant, on aura quelque chose de différent. Donc si on, au lieu de mettre le nord, on met le sud, ben, on aura quelque chose de différent qui va se passer. Donc 34% des étudiants. Très intéressant. Alors, on a analysé ensuite toutes les questions ouvertes pour cette vidéo-là. Et en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a découvert 4 types de raisonnements causaux qui sont utilisés par les étudiants, en fait, qui dépendent en fait du caractère magnétique de l'aimant, s'ils vont tenir plus ou moins compte du caractère magnétique de l'aimant. Alors, le premier type de raisonnement que l'on peut voir quand on fait ce genre de choses, c'est une interaction magnétique entre l'aimant et le plateau de la balance électronique de la balance. Donc par exemple, il y a un étudiant qui dit que l'augmentation de l'indication de la balance est due à une attraction de l'aimant sur la balance. Alors, si ça attire, la masse diminue, ça ne pousse pas. Donc ici on voit déjà qu'il y a un petit problème. Alors un deuxième raisonnement, c'est l'aimant qui va agir sur des propriétés physiques et des fois chimiques de l'eau. Donc on a des protons, des électrons qui sortent de l'aimant ou qui passent de l'eau à l'aimant, on a des échanges, un peu comme ça, ce qui crée des changements et donc des variations. Alors, le troisième type de raisonnement, c'est l'aimant en tant qu'objet qui va agir sur l'eau, donc c'est une action mécanique et non plus magnétique, donc ici on se rapproche plus de l'explication, on va avoir une notion de pression qui va intervenir, et finalement le quatrième type de raisonnement, c'est le raisonnement que je vous ai présenté. Donc on a les notions d'action-réaction qui interviennent de poussée d'Archimède. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quel est le raisonnement qui est le plus utilisé. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est que c'est le raisonnement de type 2 qui est le plus utilisé par les étudiants. Donc c'est l'aimant qui agit sur les propriétés physiques de l'eau. Donc ici, on voit que l'introduction d'un élément perturbateur dans une vidéo va perturber les étudiants dans leur raisonnement. Alors, comment on peut poser la question, mais tiens, c'est un peu bizarre, comment peut-on trouver une explication pour tout ça? Et alors, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de travailler avec l'ontologie, donc notamment Yashi Ogborn qui travaille pas mal dessus, donc c'est une partie de la philosophie qui s'intéresse à la nature première des objets du monde. Et en fait, ici, je vais un peu utiliser la théorie d'Ogborn qui, lui, va diviser le monde, mais par exemple, il va dire qu'on va avoir des objets qui vont être plutôt dynamiques, d'autres vont être statiques, d'autres vont être considérés par les gens comme des causes, certaines choses vont être considérées comme des effets, on a des choses qui vont être localisées dans l'espace et plus étendues. Alors, en fait, que fait Ogborn? Il va poser des questions à beaucoup d'étudiants, simplement en leur demandant un aimant, est-ce que vous considérez ça plutôt comme une cause ou comme un effet? Et à partir de toutes les données des étudiants, il crée justement ces espaces ontologiques et on va pouvoir ici dans cet espace placer toute une série d'éléments. Donc, par exemple, on voit ici le mouvement, le son, la chaleur. Donc par exemple, une force va être considérée comme quelque chose de localisé, plutôt dynamique, plutôt par... Ici, c'est des résultats pour des étudiants en fin de secondaire. Alors, où ça devient intéressant de travailler un peu sur l'ontologie, si je vais prendre un exemple assez classique pour les physiciens, c'est les notions de force et de mouvement. Donc quand on regarde, on pose à des étudiants en fin de secondaire un peu comment ils considèrent la force et le mouvement, les forces et mouvements vont être toutes deux considérées comme quelque chose de localisé et dynamique. Mais par contre, si on regarde dans d'autres espaces ontologiques, on voit que force et mouvement là sont séparés. Donc ce sont tous les deux des éléments discrets. La force va être considérée comme une cause et le mouvement comme un effet.
Et alors, ça permet d'expliquer une erreur classique qu'on a en physique, c'est-à-dire que pour avoir un mouvement, il faut une force. Or, il ne faut pas nécessairement une force pour avoir un mouvement. En absence de force, le corps peut se déplacer à vitesse constante. Et donc, ça peut être l'explication, c'est en fait que quand on a dans certains espaces ontologiques deux notions qui sont fort proches, on peut avoir des glissements entre les deux. Et donc, ici, c'est un exemple classique. Donc, la force va être la cause d'un mouvement, toujours pour les étudiants. Et c'est ce qui pose problème de la 4e secondaire jusqu'au premier bac et même des fois plus loin. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous? C'est parce que quand on regarde dans les espaces ontologiques, on trouve la même chose dans l'exemple que l'on avait. Donc, on avait parlé de réactions chimiques et d'attraction magnétique, et donc d'aimant. Eh bien, en fait, quand on regarde dans les espaces ontologiques, les attractions chimiques et les réactions chimiques et les attractions magnétiques sont des phénomènes qui vont tous les deux être considérés comme des changements d'entité localisés. Par contre, si on repasse dans l'espace cause-effet, on voit que l'attraction magnétique va plutôt être considérée par les étudiants comme étant une cause et les réactions chimiques plutôt comme des effets. Et donc, en fait, l'introduction de cet élément perturbateur, eh bien, ici, peut en partie être expliquée par ceci. Donc, les étudiants vont plutôt utiliser l'élément comme étant la cause. Et la cause de quoi? D'une réaction chimique. Alors après, il l'explique d'une façon ou d'une autre. Réaction chimique sur l'eau, transfert de particules chargées, et ainsi de suite. Alors, on peut aussi avoir ceci, mais on ne peut pas négliger les effets de contradidactique. Alors ici, on présente, cette première vidéo avait été présentée aux étudiants, on va dire qu'on les a pris un peu par surprise, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et habituellement, les vidéos qu'on présente dans les cours de sciences, c'est des vidéos qui sont bien pensées pour illustrer la vidéo, et on ne va pas leur mettre un piège. Alors, ici, justement, quand on pense des vidéos habituellement dans les cours, on va s'arranger pour ne montrer que les effets qu'on veut, avoir bien pensé pour que tout soit bien placé, et ainsi de suite. Donc ici, il y a certains étudiants qui peuvent être un peu pris à contre-pied en se disant, mais s'il y a un aimant et si on le met dans la vidéo, c'est que je dois l'utiliser. C'est un peu l'histoire de l'âge du capitaine et ainsi de suite. On va utiliser tout ce qu'on a à notre disposition. Donc la prédominance de l'aimant dans les explications peut être due à un effet de contradidactique. Alors, ce que l'on peut dire donc, ici comme conclusion de cette première vidéo, c'est que des proximités ontologiques de certains éléments peuvent poser des glissements de propriétés. Donc nous, dans le cas du magnétisme, on a pu, à partir des résultats, définir 4 types de raisonnements causaux. Alors, on est en train d'élaborer, de chercher un peu, pour essayer de faire un référent théorique en se basant justement ici sur l'ontologie. Alors, finalement, ce qu'on peut dire comme conclusion, c'est que l'analyse d'une séquence vidéo en physique, finalement, c'est pas quelque chose de simple. Des fois, on se dit, on va prendre une vidéo, c'est beaucoup plus... Ben voilà, je vais prendre une vidéo pour illustrer, mais finalement, c'est pas une chose si simple. Et alors, nous, ce qui se passe dans une vidéo, finalement, on a beaucoup d'informations visuelles et auditives. Alors, nous, on voulait l'appliquer ici au médecin, c'est finalement, comme un patient peut le dire au patient, pardon, il peut se le dire aussi à lui-même, mais comme un patient peut le dire au médecin, le médecin va avoir toute une série d'informations de différents types, et le médecin, ce qu'il doit faire, il doit trier ces informations pour pouvoir poser le bon diagnostic. Donc ici, voilà l'activité qui a été proposée aux étudiants cette année-ci, et donc ça implique justement un changement dans le statut ici du cours de physique. Donc voilà. Ceci, c'était, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, un tout petit peu, un petit peu. Donc ceci, c'était la présentation qu'on m'a demandé de refaire, qui avait été faite à la IPU, donc qui était un pré-test. Alors cette année-ci, on a testé, on va dire, à grande échelle chez les médecins ce système. Donc en fait, on leur a proposé 9 vidéos sur le premier quadrimestre de leur cours, et on les a interrogés via la plateforme Claroline, via les systèmes de QCM. Donc on a eu un taux de participation assez élevé. Alors j'ai quelques résultats, justement, non pas, je ne vous inquiète pas, j'ai pu faire de physique, mais simplement des résultats. Simplement, on a fait une enquête auprès des étudiants pour voir un peu ce qu'ils pensaient de leur proposer ce type d'activité. Donc, ça a été proposé aux étudiants de bac 1 en médecine qui étaient sur le site de l'UCL à Woluwe.
Alors, ici, globalement, si on reprend, il y a, sur les étudiants sondés, donc il y a à peu près 300 étudiants qui ont répondu à l'enquête, et en moyenne, on avait 600 étudiants qui participaient, et en inscrits, ils étaient 800. Donc finalement, les étudiants ont participé assez régulièrement à cette activité, mais on a 66% des étudiants qui apprécient ce genre d'activité. Il faut savoir que c'est une activité qui n'est pas du tout aisée pour eux. Ce n'est pas un exercice classique, ça leur demande beaucoup de réflexion. Ils voyaient la vidéo cours, et après, ils avaient des questions via la plateforme Internet. Alors, ils notent que c'est justement leur proposer ce genre de vidéos et les questionner à propos des vidéos développe leur esprit critique, donc à peu près 62% des étudiants. Et ils trouvent aussi que ça développe justement leur capacité d'analyse scientifique. Donc ça a été bien perçu, on va dire, par les étudiants. La seule petite remarque où ils aimeraient un peu plus, ils disent qu'ils aimeraient un peu plus de liens avec la médecine. Mais ici, justement, on peut pas, on essaye de faire certains liens médicaux, mais on est un peu limité par leur connaissance en première année pour faire plus de liens vraiment avec de la médecine. Mais en tout cas, ici, ça permet justement, c'est une activité, c'est un peu ce à quoi on s'attendait, qui a intéressé les étudiants et qui leur a demandé quand même beaucoup de travail et d'investissement. Donc voilà, merci pour votre attention. J'ai une question, là, le support que vous diffusez les vidéos, c'est quoi? C'est une plateforme institutionnelle? Alors, les vidéos en fait sont projetées après un cours magistral. Donc en fait, les étudiants n'ont plus accès aux vidéos après, donc ils les voient au cours et on leur demande de prendre justement le plus de notes possible, donc ils peuvent prendre toutes les notes qu'ils veulent au cours. Et après, d'habitude, ils voyaient la vidéo, si je me souviens bien, c'était le jeudi au cours, donc il y avait deux groupes. Les deux groupes voyaient la vidéo le jeudi et on leur proposait de répondre aux questions. Le samedi, c'était de 10h à 22h. Ils avaient une plage horaire et ils avaient en moyenne, c'était une vingtaine de minutes pour répondre à toute une série de questions. Quelle était la volonté qu'ils ne disposent pas de la vidéo, qu'ils puissent la revoir pour mieux... Ici, cette année-ci, on a eu des retours en disant qu'ils aimeraient bien avoir la vidéo, mais l'idée c'était justement de leur donner la vidéo pour qu'ils justement puissent prendre des notes un peu et pas en fait tester justement justement en la voyant qu'une fois, justement on voulait éviter ce retour de revoir souvent la vidéo, donc on voulait vraiment avoir leurs premières impressions sur la vidéo. Donc ici c'était un peu pour tester aussi, mais quand on disait que quand ils sont médecins et qu'ils vont voir un patient, mais le patient va leur parler et ils ne vont pas leur convoquer 10 fois. Donc c'était un peu l'idée comme ça. Maintenant, on va voir, ici on a eu les retours, bien sûr, ils aimeraient pouvoir aussi revoir plusieurs fois la vidéo. Alors, pour les explications qu'on leur donnait, à certains moments c'était donné au cours, à certains moments c'était donné par écrit sur le site internet, ils préfèrent avoir les explications au cours. Alors, les enseignants disent que c'était très dynamique, en fait, les questions, et ça motivait pas mal les étudiants, on voyait sur les forums du cours, et même entre eux, ils discutaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les réponses, donc il y a eu une sorte d'émulsion dans le groupe des étudiants qui participaient à l'activité. Oui. Il y avait une possibilité de ne pas répondre, je ne sais pas. Pour certaines questions, pas pour toutes. Donc à certaines, on avait laissé la possibilité de ne pas avoir, mais la plupart des questions, on leur demandait de répondre, de donner une réponse. Et donc il n'y avait pas non plus de coefficient négatif. Donc c'était la bonne réponse, il avait les points, une mauvaise réponse, il n'avait pas les points. Et donc ici, c'était vraiment une première année où on a aussi découvert un peu l'utilisation de la plateforme. Donc ici, on va essayer d'affiner un peu encore le modèle pour l'année prochaine. Donc ça va être proposé au mois de septembre, mais on va essayer de modifier le modèle. Et on aimerait bien, pour une des vidéos, essayer de leur proposer de travailler sur un wiki. Donc leur demander par groupe d'essayer de donner une explication, d'écrire eux-mêmes l'explication. C'est une des idées qu'on a pour l'année prochaine. Oui. Et peut-être en fait, ici, il s'agit d'aider les étudiants à comprendre la relation qui existe entre deux éléments. Et quand c'est comme ça, en général, on se dit, bah, tiens, puisque la technologie nous permet, c'est intéressant de permettre aux étudiants de faire varier des paramètres pour voir ce qu'on fait sur l'autre. Mais c'est oui, donc là on sort de la vidéo, on arrive dans la simulation. Dans la simulation, par exemple, si on veut le faire à moindre coût, on peut proposer la première vidéo et puis bon, l'étudiant réfléchit un petit peu, et puis alors, je sais pas, on éloigne les bancs, et puis on
rajoute des nuances, ou alors on met un écran plus fort, on rajoute des nuances. Donc ça peut se faire avec des combinaisons de vidéos si on veut passer le meilleur marché, mais il y a quand même quelque part l'étudiant qui peut dire et si je fais varier ça, qu'est-ce qui se passe? Et si manifestement ce choix-là n'a pas été fait, je me demande comment. Mais ici, ce qu'on voulait, c'était vraiment présenter un cas et les faire réfléchir. Et donc, il y avait toujours une discussion après ou une correction qui était proposée aux étudiants où on expliquait. Mais ici, on n'a pas été dans, justement dans la simulation. Donc ça n'entrait pas. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aux étudiants. Pour certaines, par exemple, cette expérience-là, ça se prêtait bien. Pour d'autres, maintenant, faire des simulations, ça prend aussi pas mal de temps. Donc ça n'a pas été pensé initialement dans le projet. Et ça, il y a des simulations via Applet et ainsi de suite où on peut le faire. Donc ça, c'était plutôt un retour. Donc moi, j'étais un peu, pour voir ma position, donc moi, je travaille à la NUR, donc c'est mon sujet de thèse, c'est sur l'utilisation des vidéos. Et donc, je travaille en collaboration avec l'UCL où il y a un projet un FDP, un projet de développement pédagogique. Et donc, moi, je n'étais pas en direct en contact, si on veut, avec les étudiants. Donc, ça, c'était plutôt les assistants et les professeurs qui avaient les contacts pédagogiques. Donc, nous, on a développé la plateforme, on leur a proposé, et en collaboration avec les enseignants. Mais donc, ici, justement, ce qu'on veut développer plus l'année prochaine, justement, c'est la discussion avec les étudiants. Parce qu'on se rend compte que, justement, ça soulève beaucoup de questions, donc c'était intéressant pour nous. Ils se questionnent beaucoup, et donc on essaie de voir un peu comment on va pouvoir répondre, justement, éventuellement à ce genre de questions. Si j'avais pris un aimant plus gros ou l'éloigner plus, soit via des simulations, ou soit via des discussions avec les assistants. Mais c'est vrai que c'est aller encore un pas plus loin dans... Ils vont utiliser Google, ils vont mettre aimant, etc. Et puis ils vont voir des simulations qui existent. Oui, peut-être. Je sais pas, franchement, j'ai pas essayé. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui existent. Il y a beaucoup d'applets, surtout en physique, qui sont utilisés, enfin développés et utilisables rapidement. Moi, je me demandais, parce qu'en fait, je ne vois pas très bien l'utilisation de la séquence vidéo ici. C'est moi qui ai sans doute pas compris. Mais je veux dire, bon, parce que c'est en physique, il y a, par exemple, aux États-Unis, ils avaient par exemple dans un cours demandé si une fois qu'ils envoyaient une pièce en l'air, eh bien, que la pièce montait, donc il y avait combien de forces qui agissaient. Et on a remarqué qu'en deuxième année, deuxième bac physique, il y avait 50% des étudiants qui expliquaient qu'il y avait deux forces, la poussée et le poids d'attraction. Donc c'était un peu embêtant. Et donc on arrive un peu à la même chose. Alors je me disais, par contre, dans l'utilisation de la vidéo, c'est ce qui fait, à mon avis, la différence par rapport à ça, parce qu'on peut arriver aux mêmes discussions, à la même construction, c'est que la vidéo, il y a quelque chose de particulier qui est quand même l'image. Alors je me demandais si, justement, là, il y avait un apprentissage voulu sur, par exemple, l'inhibition plus difficile parce que c'est une vidéo et parce que l'image donne à penser qu'on est face à quelque chose de vrai, voilà. Et plutôt ça que dans la reconstruction. Parce que sinon, je ne vois pas trop. Mais ici, voilà, je ne voyais pas trop. Il y a tout est prêt. J'ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire l'expérience devant les étudiants avec une caméra qui la filme et qui la projette en même temps? Oui. Ça faisait exactement la même chose. Donc ici, c'est vrai, mais bon, c'est une autre façon de faire la vidéo. La vidéo aurait été projetée, donc ici, l'idée, c'était de l'avoir filmé avant. Surtout que c'est plus concret, et donc tu peux réagir. Mais ici, c'était une des premières vidéos donc, qui a été faite. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va développer, donc, c'est qu'on va voir l'introduction justement d'éléments perturbateurs. On va essayer du contexte de la vidéo, donc par exemple, se mettre dans un milieu, par exemple, il y en a des vidéos l'année prochaine, on va essayer d'aller les filmer en milieu hospitalier, et ainsi de suite, donc on va essayer de contextualiser un peu plus. Donc cette vidéo, elle a été présentée à la IPU, donc à Trois-Rivières l'année passée, donc c'est ma vidéo de pré-test, justement, où on testait un peu. Donc ici, maintenant, on a un pool de 9 vidéos où justement on a eu plus de contextualisation. Donc par exemple, on a fait une vidéo où on prenait des électrodes qui étaient placées sur le bras et on faisait varier des intensités de courant. Donc on essaie de contextualiser un peu plus. Alors l'utilisation de la vidéo aussi, c'est pour justement quand on a des très très grands groupes, justement on s'était dit d'avoir ces séquences vidéo, des fois c'est plus simple pour les enseignants de les avoir aussi. Et donc ça c'est une première idée sur le contexte dans la physique. Et aussi, une de mes thématiques des recherches, c'est que de plus en plus, on se dit, je vais prendre une vidéo et on va la chercher, on peut aller la chercher sur Internet. C'est très facile de trouver une vidéo, c'est ce qu'on disait, on va taper force d'Archimède, aimant balance, on va peut-être tomber sur une vidéo comme ça.
Et c'est aussi pouvoir se dire, mais finalement, prendre une vidéo ou choisir une vidéo, c'est pas anodin. Il y a des fois dans les vidéos, on a des éléments perturbateurs qui parfois ne sont même pas choisis. Ici, c'était choisi intentionnellement. Parfois, on choisit des éléments dans une vidéo qui vont poser des problèmes aux étudiants. Donc, c'est aussi essayer de se dire, mais quand on va proposer une vidéo ou une expérience aux étudiants, on va devoir justement se poser toute une série de questions en se disant, ben oui, la vidéo, c'est très bien de leur proposer, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, est-ce que je ne vais pas poser finalement des problèmes différents aux étudiants sur certaines choses? Des fois, rien que le choix d'une couleur, un fil, pourquoi est-ce qu'on a pris un fil rouge? Ça peut aller là. Si on prend un fil bleu, est-ce que c'est différent? Et ainsi de suite. Donc des fois, rien que l'influence de la couleur peut poser des problèmes aux étudiants. Donc ici, c'est vraiment le tout début de la recherche ici dessus. Moi j'ai tapé France d'Archimède dans Ah voilà, directement. 400 vidéos. 400 vidéos. Mais il faut prendre la bonne. C'est ça qui est compliqué aussi, quand je parlais de culture numérique. Nous, quand on a appris, on avait des références, on avait des articles, on avait des bouquins, on avait des trucs comme ça. Mais il faut aussi se constituer ces références, quelles sont les bonnes vidéos sur Internet, quels sont les bons auteurs, quels sont les bons établissements, quelles sont les bonnes chaînes pédagogiques, là où il y a eu des retours, est-ce que je peux contacter l'auteur, est-ce que je peux pas contacter l'auteur, est-ce que je peux savoir son intention, etc. Donc ça, on peut le faire assez rapidement, mais c'est un travail aussi à faire qui n'est pas évident pour... J'ai une question, est-ce que dans vos établissements, vous avez une équipe vidéo pour vous aider à faire des vidéos comme ça ou pas? Non. Oui, on a Nicolas. En freestyle. Non, on n'a personne. Autre question Oui, j'ai d'autres questions. Est-ce que moi aussi, vous-même, vous j'ai avez de quoi filmer, peut-être une petite caméra comme Nicolas ou des trucs comme ça? J'ai ça. Nous installons dans certaines salles des caméras plafond pour pouvoir filmer les expériences. Et les chimistes et les physiciens sont je dirais, il n'y a pas que, il y a des architectes assez friands de ce genre de choses. Et on a l'expérience en live projetée. C'est pour ça que j'ai réagi. Pourquoi faut-il une vidéo? On met une vidéo quand on ne sait pas faire le vrai document devant les étudiants. Alors, effectivement, s'il s'agit d'une expérience sur un patient, ok. Mais s'il s'agit d'une simple expérience de physique, moi j'ai l'impression que pour les étudiants qui sont là, rien ne vaut l'expérience en temps réel, avec la possibilité alors de faire varier des paramètres comme... Mais ici, de toute façon, c'est jamais des expériences de cours qu'on propose. Hein. Donc, c'est des expériences qui sont, c'est pas des expériences classiques de cours qui ont été oui, mais elles sont proposées, elles sont, si j'ai bien compris, projetées à un cours. À la fin d'un cours, oui. Alors qu'on pourrait le faire en live. Mais pas tout le temps, ça dépend du matériel qu'on veut mettre. Et ici, c'est l'idée de se dire aussi, on veut passer uniquement sur la vidéo. Donc, voir s'il y a une influence, justement. Ici, ce qu'on va aussi tester, ce qu'on peut par exemple tester, c'est de faire la vidéo en direct aux étudiants, et, pardon, pas la vidéo, mais l'expérience en direct aux étudiants, et la monter en vidéo et voir si on a des différences dans les raisonnements. Ce qu'on a essayé cette année-ci, mais c'est une expérience qui a été faite il y a 3 semaines, on a fait une expérience en vidéo, et on a fait une autre sous forme schématique, sous forme d'animation, pour voir s'il y avait des différences. Et donc on est en train de tester un peu pour voir quels sont les paramètres qui vont influencer. Et une autre question que j'avais, est-ce que vous avez dans vos établissements soit une notification, soit une chaîne sur YouTube? Non. Non. Hein? Oui. Dans la même Ça, tu vois, les étudiants, chez YouTube, mon fils, on a déjà fait on n'a 3. pas motivé. Les étudiants, ils le font. On a sur la plateforme, il y a des Moi, ils font des hangouts. et il y a que 300 qui sont liés à l'exposition de cours, qui sont ouvertement publics. Donc ça, c'est sur la plateforme pédagogique. On a une chaîne YouTube officielle sur l'université et il y a des profs qui ont leur propre chaîne spécifique, avec des contenus spécifiques sur leur thème. Il y a d'autres universités qui ont des chaînes thématiques. Est-ce que vous